Bienvenue dans Contes policiers, où les villages tranquilles cachent de dangereuses vérités et où les moindres détails humains révèlent les crimes les plus sombres. L'histoire de ce soir est un mystère anglais classique, une histoire de politesse, de peur et de tromperie, résolue non pas par la force, mais par la compréhension. Installez-vous confortablement, écoutez attentivement, car dans les histoires Kaiser comme celle-ci, les cris les plus terrifiants sont ceux que l'on n'entend jamais. Les lampes de la salle des fêtes du village avaient été allumées plus tôt que d'habitude ce soir-là, mais personne ne l'avait remarqué au début, car St Alders avait l'habitude de petits écarts qui passaient inaperçus jusqu'à plus tard. Les chaises étaient disposées en rangées soignées, la bouilloire sifflait doucement, et le silence qui régnait avant la veillée était si complet qu'il semblait écouter en retour. Ce n'est qu'après coup que quelqu'un se souvint que le silence n'avait jamais été aussi absolu auparavant. Mademoiselle Jane Marple arriva pile à l'heure, ni en avance ni en retard, avec un châle plié et l'expression douce de quelqu'un qui assiste à un devoir, plutôt qu'à un événement. Elle s'arrêta juste à l'entrée, comme elle le faisait toujours, pour observer la scène, l'alignement des chaises, la légère odeur de cire pour meubles, la façon dont les lampes projetaient leur lumière vers le bas, comme si elles hésitaient à éclairer trop clairement les visages. C'était un agencement ordinaire, et pourtant, il y avait quelque chose qui incitait à la prudence dans ses pensées, comme si la pièce elle-même exigeait de bonnes manières. La veillée était organisée pour Geraldine Crowther, dont la mort soudaine, 3 jours plus tôt, avait bouleversé St Alders d'une manière calme et persistante, comme seule une absence inattendue peut le faire. Geraldine avait vécu à Rosebank Cottage pendant près de 20 ans, avait toujours préparé de délicieux gâteaux éponges et n'avait jamais manqué une seule fois la fête des moissons. À St Alders, personne ne mourait sans prévenir. Il s'éteignait peut-être, ou se mettait au lit, mais il ne disparaissait pas simplement du tableau. Miss Marple se dirigea vers un siège près de l'allée, saluant poliment Madame Helmsley, qui serrait son sac à main avec une fermeté inutile, et le révérend Pritchard, dont le sourire avait pris une légère raideur depuis dimanche matin. Il y avait des murmures, discrets et respectueux, ponctués par le frottement occasionnel d'une chaise. Personne n'élevait la voix. Après tout, c'était une veillée, et les veillées exigeaient de la retenue. À l'avant de la salle, une petite table avait été dressée avec une seule photographie de Geraldine Crowther, flanquée de 2 bougies. La photographie la montrait souriante, d'une manière qui suggérait un léger amusement, plutôt que de la joie, comme si elle avait été surprise au milieu d'une pensée qu'elle préférait ne pas partager. Les bougies étaient déjà allumées. Mademoiselle Marple remarqua que l'une brûlait légèrement moins haut que l'autre. « Elle a toujours aimé que les choses soient bien faites », murmura Madame Helmsley à personne en particulier en s'asseyant. « Géraldine, je veux dire, elle était très pointilleuse. » Mademoiselle Marple inclina la tête, marquant son accord sans s'engager. Les personnes décrites comme pointilleuses s'avéraient souvent simplement observatrices, et il y avait une différence. La veillée commença par une prière dirigée par le révérend Pritchard, dont la voix était calme et assurée, même si elle tremblait très légèrement sur le mot « paix ». Mademoiselle Marple écoutait attentivement, les mains jointes sur ses genoux, les yeux baissés. Autour d'elle, les têtes étaient inclinées, les épaules se soulevaient et s'abaissaient au rythme d'une respiration calme. La salle était unie, l'espace d'un instant, dans l'expression commune du chagrin. C'est pendant le silence qui suivit la prière que Mademoiselle Marple le ressentit. Une tension, presque imperceptible, comme si l'air lui-même avait pris une inspiration et oublié comment l'expirer. Elle savait que le silence pouvait être convivial. Il pouvait être réconfortant. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était un silence oppressant. Qui attendait? Quelqu'un toussa?
Quelqu'un d'autre bougea sur son siège. Les bougies vacillèrent, bien qu'il n'y eût pas de courant d'air. L'inspecteur Lionel Harris, nouvellement affecté et encore peu familier avec le rythme du village, se tenait au fond de la salle, sa présence tolérée mais pas acceptée. Il avait insisté pour être présent, invoquant les relations communautaires, mais tout le monde comprenait qu'il était là pour observer. Son regard se posait calmement sur les villageois rassemblés, s'attardant peut-être un peu trop longtemps sur certains visages. Il avait l'air d'un homme qui croyait que les réponses se trouvaient en fixant suffisamment longtemps. Mademoiselle Marple ne le regardait pas. Elle observait la nièce de Madame Crowther, Hélène Foster, assise au deuxième rang, les mains gantées soigneusement jointes, la posture impeccable. Hélène était arrivée à Saint-Alder 6 mois plus tôt, apportant avec elle un air d'efficacité qui était à la fois admiré et envié. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Ses yeux restaient fixés sur la photo à l'avant de la salle, même si mademoiselle Marple soupçonnait qu'elle ne la voyait pas très bien. Le silence s'éternisait. Il était censé être un moment de réflexion, mais les moments, comme les gens, peuvent s'éterniser. C'est alors que cela s'est produit. Ce n'était pas un cri au sens ordinaire du terme. Il n'y avait aucun son qui pouvait être clairement identifié comme tel. Au lieu de cela, il y eut un mouvement soudain et violent, une chaise renversée, un halètement interrompu, et le sentiment indéniable que quelque chose d'irrévocable venait de se produire. Les têtes se levèrent. Quelqu'un cria. Le silence se brisa, laissant derrière lui une confusion déchirante. Hélène Foster s'était levée à moitié de son siège, puis s'était effondrée, son corps s'affaissant comme si les cordes qui le maintenaient debout avaient été brusquement sectionnées. Sa bouche était ouverte, ses yeux écarquillés, mais aucun son ne sortait. Le cri, s'il y en avait eu un, était resté coincé quelque part à l'intérieur. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis la salle s'agita soudainement. Que quelqu'un appelle un médecin. Elle respire. Bon sang, Hélène. L'inspecteur Harris fut à ses côtés en un instant, s'agenouillant et demandant de laisser de la place. Le révérend Pritchard se tenait à proximité, agitant les mains sans savoir quoi faire. Madame Helmsley porta une main à sa bouche, oubliant le calme dont elle avait fait preuve quelques instants auparavant. Miss Marple resta assise un moment de plus, le regard fixé sur le visage d'Hélène Foster. Celui-ci arborait une expression étrange, qui n'était ni de la douleur, ni de la peur, mais plutôt quelque chose qui s'apparentait à de la reconnaissance. Comme si Hélène avait vu quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Les bougies à l'avant de la salle vacillèrent violemment, et l'une d'elles s'éteignit. Lorsque mademoiselle Marple se leva, ce fut avec la délibération mesurée de quelqu'un qui comprend que la précipitation n'améliore que rarement les choses. Elle s'approcha sans s'imposer, se contentant d'observer. L'inspecteur Harris leva les yeux vers elle, l'irritation se reflétant sur son visage. Mais il ne dit rien. Après tout, l'autorité avait ses limites dans une salle des fêtes de village. Elle s'est évanouie, dit quelqu'un, avec le soulagement de donner une explication qui ne nécessitait pas d'autre réflexion. Le choc, dit un autre. La semaine a été difficile. Mademoiselle Marple regarda les mains d'Hélène. Un gant avait été retiré, et les doigts nus serraient fermement quelque chose de petit et de pâle. Mademoiselle Marple se pencha prudemment pour voir de plus près. C'était un fragment de cire, encore chaud. Personne ne remarqua, lorsque l'ambulance arriva, que le silence revint brièvement, s'installant une fois de plus dans la salle comme un souffle retenu. Personne, sauf mademoiselle Marple. Elle se tenait près de la porte tandis qu'on emportait Hélène Foster, observant les visages des villageois qui se transformaient en expressions d'inquiétude, de curiosité et de quelque chose de moins facile à nommer. Dehors, les lampadaires projetaient de longues ombres sur la pelouse. La veillée était terminée,
mais son écho persistait, sans résolution. Mademoiselle Marple serra son châle autour de ses épaules et jeta un dernier regard à la bougie éteinte. Elle savait que certains cris ne se faisaient jamais entendre. On les ressentait, plutôt se propageant silencieusement, avec insistance, jusqu'à ce que même le village le plus paisible ne puisse plus faire semblant de ne pas les remarquer. Mademoiselle Marple se tenait toujours près de la porte lorsque les derniers villageois s'éloignèrent dans la nuit. Leur voix étouffée mais persistante, comme de l'eau cherchant des fissures dans la pierre. L'air extérieur était frais, portant le parfum léger de l'herbe humide et des bougies éteintes. Les lampadaires le long de la pelouse brillaient désormais de manière constante, comme s'ils étaient déterminés à rétablir la normalité par la seule force de l'habitude. Hélène Foster avait déjà été emmenée, les gyrophares de l'ambulance se fondant dans l'obscurité au-delà des haies. Il ne restait plus que l'image rémanente de l'inquiétude. Des visages qui ne parvenaient pas à retrouver leur expression habituelle, des conversations commencées puis abandonnées, des mains qui gesticulaient un peu trop ou pas du tout. « Eh bien, » dit Madame Helmsley en resserrant son manteau et en expirant avec emphase. « On ne s'attend jamais à une telle chose lors d'une veillée funèbre. Cela ne semble guère approprié. » Mademoiselle Marple, qui marchait à ses côtés, murmura un mot de sympathie. L'approprié était souvent la première victime du choc, même si les gens s'y accrochaient ensuite avec acharnement, comme à un chapeau égaré et retrouvé à la hâte. « Cela ne pouvait que l'affecter, » continua Madame Helmsley. « Pauvre Géraldine, et puis toute cette histoire avec la police qui posait des questions. Hélène était très dévouée, vous savez. Assez tendue, je pense. » « La tension a tendance à se manifester, » acquiesça doucement Mademoiselle Marple. Devant elle, de petits groupes de villageois s'étaient de former, s'arrêtant sous les lampadaires, comme s'ils hésitaient à se disperser complètement. Mademoiselle Marple savait que les informations circulaient plus vite lorsque les gens pensaient simplement partager leurs préoccupations. Le révérend Pritchard se tenait près du portail, parlant à voix basse à l'inspecteur Harris. Ce dernier avait une posture raide, son carnet déjà à la main, mais son stylo immobile. Il écoutait, mais pas de la bonne manière, soupçonnait Mademoiselle Marple. « Je ne vois rien de suspect, » disait le révérend, d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « Un effondrement malheureux, rien de plus. Cette fille a beaucoup souffert. » L'inspecteur Harris acquiesça, mais son regard se porta brièvement vers le hall, où la bougie éteinte était encore visible à travers la porte ouverte. « Même ainsi, révérend, vu les circonstances, je vais devoir parler à quelques personnes. C'est la routine. » Bien sûr, naturellement. Le sourire du révérend se crispa, puis s'adoucit à nouveau, comme s'il lissait un pli dans un tissu. Mademoiselle Marple s'arrêta près du bord du green, observant les voisins de Madame Crowther se rassembler autour de Madame Bellows, qui vivait en face du cottage Rosebank depuis près de 10 ans et n'avait jamais pardonné à Géraldine Crowther d'avoir taillé ses roses sans permission. « J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'étrange, » disait maintenant Madame Bellows, d'une voix suffisamment forte pour être entendue sans indiscrétion manifeste. Pas à propos de Géraldine, remarquez, à propos de sa nièce. Très correcte, trop correcte, si vous voulez mon avis. Madame Bellows jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'elle avait un public. C'était toujours le cas. On ne sait jamais ce que les gens cachent, n'est-ce pas? Surtout quand ils viennent, d'ailleurs. Mademoiselle Marple regarda Madame Bellows d'un air pensif. Il y avait des gens qui se cachaient par excès, et d'autres qui se cachaient par retenue. Ces derniers réussissaient souvent mieux. Elle se retourna alors et se dirigea lentement vers le hall. À l'intérieur, les chaises étaient en désordre, les rangées soigneusement alignées ayant été bouleversées par l'événement soudain qui venait de se produire. Une bougie restait allumée, sa flamme stable, presque provocante. L'autre avait été rallumée par quelqu'un. Mademoiselle Marple soupçonnait Madame Grant, de l'Association des femmes,
qui n'aimait pas la symétrie. Mais la mèche était tordue et la flamme irrégulière. L'inspecteur Harris entra derrière elle, fermant la porte à demi, comme s'il tentait instinctivement de contenir l'atmosphère. « Mademoiselle Marple, dit-il avec une légère pointe de surprise, je ne savais pas que vous étiez encore là. Je trouve utile de m'attarder, répondit mademoiselle Marple aimablement. Les choses ont tendance à se révéler quand on n'est pas pressé. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Vous avez remarqué le fragment de cire, je suppose. Oui, dit-elle. Il était chaud. Il l'observa un instant, la réévaluant. Nous l'avons récupéré. Avec les bougies elles-mêmes. Ce n'est probablement rien. Probablement, répéta mademoiselle Marple. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes, écoutant les faibles bruits de voix à l'extérieur. Puis l'inspecteur Harris s'éclaircit la gorge. Hélène Foster, elle affirmait être proche de sa tante. La connaissiez-vous bien? Pas bien, répondit mademoiselle Marple, mais suffisamment pour remarquer qu'elle était attentive. Attentive aux détails, aux arrangements, aux habitudes des gens. L'inspecteur Harris prit enfin note. Vous pensez que son évanouissement était plus qu'un simple malaise? Mademoiselle Marple réfléchit. Je pense qu'elle a vu quelque chose, ou compris quelque chose. Parfois, l'esprit réagit avant que le corps ait le temps de se ressaisir. Dehors, un rire retentit soudainement, une note fragile et inappropriée qui tranchait avec les murmures. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil vers la porte. « Ce doit être Monsieur Dalloway », dit l'inspecteur Harris. Il rit, vraiment au mauvais moment. « Certaines personnes font ça », dit mademoiselle Marple. « Cela peut être très révélateur. » Ils retournèrent dans le dehors, ensemble. Monsieur Dalloway se tenait avec deux autres hommes près du chemin, les mains dans les poches, son rire se transformant en toux. « C'est une affaire déplaisante, » dit-il lorsqu'il les remarqua. « Mais ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas en faire toute une histoire. »« Une histoire ?» répéta doucement mademoiselle Marple. L'inspecteur Harris s'adressa à lui d'un ton vif, lui posant quelques questions et notant ses réponses, données avec une désinvolture insouciante. Monsieur Dalloway jeta un bref coup d'œil vers le hall, puis détourna les yeux. Alors que la foule se dispersait, mademoiselle Marple se retrouva à marcher tranquillement vers chez elle le long de la ruelle familière. Les haies se dressaient silencieusement de chaque côté, la nuit animée par de petits bruits ordinaires. Pourtant, le village semblait changer, son équilibre perturbé d'une manière qui ne serait pas facile à corriger. Au coin près de Rosebank Cottage, elle s'arrêta. La maison était plongée dans l'obscurité, ses fenêtres éteintes, sa porte fermée à clé. L'absence de Géraldine Crowther pesait sur elle, palpable. Mademoiselle Marple repensa au visage d'Hélène Foster à l'instant où elle était tombée, à son regard soudainement déconfit. Ce qui avait été révélé dans le silence de la veillée n'était pas destiné à être découvert. Et pourtant, comme une bougie qui s'éteint au mauvais moment, cela avait attiré l'attention précisément parce que cela avait échoué. Elle reprit sa marche, son esprit déjà occupé à organiser ses petites observations en schéma provisoire. Les villages, le savait-elle, étaient comme les gens. Ils pouvaient supporter beaucoup, mais une fois qu'ils avaient pris conscience de quelque chose, ils l'oubliaient rarement. Derrière elle, dans le hall, les bougies continuaient de brûler, l'une régulièrement, l'autre de manière irrégulière, projetant des ombres qui n'étaient plus tout à fait alignées. Miss Marple ralentit le pas lorsqu'elle arriva au virage de la ruelle, à l'endroit où les haies s'abaissaient légèrement et où l'on pouvait apercevoir, si l'on regardait bien, la silhouette floue de Rosebank Cottage à travers les arbres. Elle s'arrêta là, non pas parce qu'elle avait l'intention de s'approcher, mais parce que s'arrêter était parfois le moyen le plus sûr de laisser ses pensées rattraper son retard. Derrière elle, des voix se rapprochaient, deux femmes,
parlant à voix basse mais avec animation. Mademoiselle Marple s'écarta légèrement, non pas pour se cacher, mais simplement pour écouter sans en avoir l'air. « Je vous le dis, ce n'était qu'une question de temps », disait Madame Bellows, d'un ton vif et satisfait. Tout le monde pouvait voir que cette fille était très tendue, trop de contrôle. Ça finit par casser. Madame Grant murmura son accord, mais avec moins de conviction. Ça reste quand même un choc, et en pleine veillée funèbre en plus. Eh bien, les émotions sont vives, répondit Madame Bellows, et après tout, il y a eu des rumeurs. Géraldine Crowther n'était pas aussi simple qu'elle aimait le paraître. Elles passèrent sans remarquer Mademoiselle Marple, leurs pas s'éloignant vers le groupe de maisons. Mademoiselle Marple resta où elle était, le regard toujours fixé sur le cottage plongé dans l'obscurité. La commodité, songea-t-elle, était toujours attrayante. Une nièce qui s'évanouit, une semaine stressante, un effondrement soudain, tout s'arrangeait si bien. Les villages aimaient les explications qui rétablissaient l'ordre sans effort. Elle finit par rentrer chez elle, où elle retrouva le confort familier de son salon, où la bouilloire sifflait docilement et où le feu acceptait un nouveau charbon avec une approbation silencieuse. Tout en versant l'eau, elle repassa la veillée dans son esprit, non pas comme une séquence dramatique, mais comme une série de petits mouvements. Les bougies inégales, la posture rigide d'Hélène Foster, le moment précis où le silence se transforma en rupture. Il n'y avait eu aucun cri, audible ou autre. C'était là, pensait-elle, la chose la plus intéressante de toutes. Le lendemain matin arriva, lumineux et faussement joyeux. Le soleil illuminant généreusement la verdure comme si rien ne s'était passé, qui justifie la retenue. Mademoiselle Marple prit place sur son banc habituel, après le petit déjeuner, son tricot inactif sur les genoux, les yeux alertes. Elle n'attendit pas longtemps. « Eh bien, Jane, vous étiez là, bien sûr », dit Madame Helmsley, en s'installant à côté d'elle, avec l'air de quelqu'un qui avait réfléchi toute la matinée et ne pouvait plus se retenir. « Je dois dire que j'ai très mal dormi. Quel choc !»« Les chocs ont cet effet, » répondit Mademoiselle Marple. « Ils disent qu'Hélène Foster est toujours inconsciente. À l'hôpital de Market Belling. Épuisement, apparemment. » Madame Helmsley se pencha vers elle, mais l'inspecteur Harris posait à nouveau des questions. Des questions assez directes. « Vraiment ?» dit Mademoiselle Marple d'un ton neutre. « Oui. À propos de Géraldine. À propos de ses habitudes, et à propos de la dernière personne qu'il a vue vivante. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple reprirent leur mouvement régulier. « Et qui l'a vue vivante en dernier ?» Madame Helmsley hésita, savourant cette pause. « Monsieur Dalloway, apparemment. Il lui a apporté des documents l'après-midi avant qu'elle ne soit retrouvée. Des questions financières, selon lui. »« Ah !» murmura Mademoiselle Marple. « Comme c'est pratique. » »« Exactement. Et maintenant, bien sûr, tout le monde dit que c'était terriblement opportun. Géraldine avait modifié son testament peu avant sa mort. » Mademoiselle Marple leva enfin les yeux. « Modifié en faveur de qui ?» Madame Helmsley sourit, triomphante. « D'Hélène. Entièrement. » Voilà, la première forme se dessinait, obligeante, prête à être saisie. Une nièce dévouée, un testament modifié, un effondrement dramatique lors d'une veillée funèbre. Comme il devait être satisfaisant de tracer une ligne claire entre la cause et la conséquence. « Et Monsieur Dalloway ?» demanda Mademoiselle Marple. « Oh, il n'a fait que témoigner, ou la conseiller, ou quelque chose de ce genre. Personne ne sait vraiment. » Madame Helmsley renifla. « Mais il aime bien semer la zizanie et rire aux moments inappropriés. » De l'autre côté de la pelouse, l'inspecteur Harris sortit du bureau de poste, le visage impassible. Il s'arrêta pour parler à Madame Bellows, qui lui fit signe avec animation en direction de Rosebank Cottage, puis vers le banc où était assise Mademoiselle Marple.
L'inspecteur suivit son geste. « Je crois qu'on a besoin de moi », dit doucement mademoiselle Marple en se levant avec précaution. L'inspecteur Harris la salua avec une politesse vive. « Mademoiselle Marple, j'espérais vous voir. On m'a dit que vous connaissiez assez bien Geraldine Crowther. »« Aussi bien qu'on connaît ses voisins, » répondit mademoiselle Marple, c'est-à-dire de manière sélective. Il sourit faiblement. Elle a récemment modifié son testament. Elle a tout laissé à sa nièce. Cela semble avoir surpris certaines personnes. « Les surprises sont souvent ainsi, » répondit mademoiselle Marple. « Mais pas toujours pour les mêmes raisons. » « Vous ne pensez pas que l'effondrement d'Hélène Foster était dû à la culpabilité ?» demanda-t-il en l'observant attentivement. Mademoiselle Marple le considéra. La culpabilité se manifeste généralement bien avant les veillées funèbres. Inspecteur. Elle provoque de l'agitation et de l'inquiétude. Hélène Foster n'a montré ni l'une ni l'autre. Alors quoi? La reconnaissance, répondit mademoiselle Marple, d'une vérité que l'on n'avait pas l'intention d'affronter. L'inspecteur Harris fronça les sourcils et prit une autre note. À l'heure actuelle, les preuves suggèrent qu'Hélène Foster avait un mobile, une opportunité, et maintenant une réaction physique dramatique. Les preuves, dit doucement mademoiselle Marple, suggèrent souvent ce qu'on veut qu'elles suggèrent. Il la regarda d'un air sévère, mais elle se contenta de sourire, l'air gentil, presque désolé. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple se retrouva à nouveau près du cottage Rosebank. Mais cette fois-ci, ce n'était pas par hasard. La porte d'entrée était entr'ouverte. L'inspecteur Harris et un agent se trouvaient à l'intérieur, et leur voix s'échappait vers l'extérieur. « Rien d'inhabituel, » disait l'agent. « La cuisine est en ordre. Le salon est rangé. Il y a des bougies dans le hall. Plusieurs ont été utilisées récemment. » L'attention de mademoiselle Marple s'aiguisa. Encore des bougies. Elle poursuivit son chemin sans faire de commentaires, son esprit notant discrètement les coïncidences et les incohérences. Géraldine Crowther était certes pointilleuse, mais les personnes pointilleuses toléraient rarement le désordre à un endroit et le chaos à un autre. Et les bougies, utilisées intentionnellement, laissaient des traces au-delà de la cire. Le soir venu, le village s'était largement mis d'accord sur sa première conclusion. Hélène Foster, accablée par le chagrin et peut-être par autre chose, s'était évanouie sous le poids de la culpabilité. L'histoire s'était facilement arrangée, comme la poussière après une perturbation. Mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près du feu, oubliant complètement son tricot. La commodité, pensait-elle, était rarement innocente. Et les premières conclusions, comme les premières impressions, étaient presque toujours incomplètes. Quelque part dans le village, une bougie brûlait de manière irrégulière, sa flamme se courbant sous une vérité encore non dite. Le feu avait baissé d'intensité lorsque mademoiselle Marple remarqua que la pièce était devenue très calme. Ce n'était pas le calme réconfortant du soir, mais celui qui pesait sur les pensées, les poussant vers des affaires inachevées. Elle se leva, ajouta un morceau de charbon et regarda la flamme s'embraser de manière irrégulière, s'épanouissant d'un côté avant de se stabiliser. Même les feux, réfléchit-elle, révélaient leur histoire si l'on savait comment les observer. Elle se rassit et son esprit revint, non pas à Geraldine Crowther elle-même, ni à l'effondrement d'Hélène Foster, mais à la bougie dont la flamme avait refusé de se comporter normalement. Ce n'était pas la seule. Le fragment de cire, chaud dans la main d'Hélène, avait été façonné par la pression, et non par accident. Les bougies étaient de petites choses. Des villages ont été construits grâce à elles. Le lendemain matin, une fine brume s'attarda plus longtemps que prévu, s'accrochant aux haies et aux poteaux de clôture, comme si elle hésitait à abandonner complètement la nuit. Miss Marple se rendit au magasin à son rythme habituel, sans changer d'itinéraire.
l'esprit tranquillement en alerte. À la boulangerie, Madame Grant se tenait au comptoir, l'air solennel et impatient. « J'ai entendu dire que l'inspecteur Harris était désormais convaincu, » dit-elle lorsque Mademoiselle Marple la rejoignit. « Hélène Foster, la pauvre. On dit que le testament a été modifié il y a seulement 2 semaines. »« 2 semaines, » répéta Mademoiselle Marple. « C'est très précis. »« Eh bien, Géraldine était précise, » répondit Madame Grant. « Et M. Dalloway s'est occupé des formalités administratives. Il a toujours été doué pour ce genre de choses. » Mademoiselle Marple acheta son pain et s'écarta, laissant la conversation se poursuivre sans elle. Elle savait que la précision était souvent confondue avec la certitude. Dehors, elle s'arrêta pour saluer M. Larkin, qui ajustait le panneau d'affichage avec une vigueur inutile. « C'est triste, » dit-il en secouant la tête. « Mais cela répond à quelques questions. »« Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. Il cligna des yeux. « Eh bien, Hélène en profite, n'est-ce pas? Et elle était là, elle s'est évanouie. Ça fait mauvaise impression. »« Les apparences sont souvent trompeuses, » répondit gentiment Mademoiselle Marple. Elle continua son chemin, tournant au lieu de rentrer directement chez elle. Rosebank Cottage était calme, les rideaux tirés. Le portail était ouvert. Mademoiselle Marple hésita un instant avant de s'engager dans l'allée, d'un pas mesuré, le visage impassible. À l'intérieur, la maison sentait légèrement le cirage et la lavande. La présence de l'inspecteur Harris fut annoncée par le bruit de papier que l'on remuait, et il leva les yeux lorsque Mademoiselle Marple entra dans le salon. « Mademoiselle Marple, » dit-il, surpris mais pas mécontent, « je ne m'attendais pas à... » « Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose, » dit-elle doucement. « À propos des bougies. » Il se redressa. « Des bougies ? Dans le hall, » dit Mademoiselle Marple. « Vous avez mentionné que plusieurs avaient été utilisées récemment. » Il acquiesça. Géraldine Crowther les préférait le soir. Selon sa nièce, l'électricité lui donnait des maux de tête. « Vraiment ? » dit Mademoiselle Marple. « Comme c'est intéressant. » L'inspecteur Harris l'observait attentivement. « Vous pensez que les bougies sont importantes ? » « Je pense qu'elles sont instructives, » répondit Mademoiselle Marple. « Les bougies brûlent en fonction de la façon dont elles sont traitées. Les mèches coupées brûlent régulièrement. Les mèches tordues, non. » Il réfléchit à cela. « Nous n'avons trouvé aucun signe d'altération. » « Peut-être pas là où vous avez cherché, » dit Mademoiselle Marple. Elle se dirigea lentement vers le hall, où plusieurs bougies étaient regroupées sur une table d'appoint. L'une d'elles avait une mèche soigneusement coupée. Une autre était brûlée de manière inégale. La cire avait coulé et était déformée. « Celle-ci, » dit Mademoiselle Marple en la montrant. « Elle a été éteinte de manière inappropriée. Éteinte avec les doigts. Peut-être. Ou pressé. » L'inspecteur Harris fronça les sourcils. « En quoi est-ce important ? » « Parce que Géraldine Crowther, » dit Mademoiselle Marple, « était très méticuleuse. Elle n'aurait pas laissé une bougie dans cet état. Quelqu'un d'autre l'a fait. » Ils restèrent silencieux un instant, la maison retenant son souffle. L'inspecteur Harris prit des notes, mais son expression restait prudente. « Vous suggérez que quelqu'un était avec elle peu avant sa mort, » dit-il. « Je suggère que quelqu'un a interféré avec ses habitudes, » répondit Mademoiselle Marple, « ce qui est parfois plus révélateur. » Plus tard dans l'après-midi, le village se rassembla à nouveau, non pas officiellement, mais inévitablement, autour du green. Le thé fut servi comme d'habitude, et avec lui, l'échange prudent d'informations déguisées en préoccupations. Madame Bellows tenait salon près du banc, sa voix portant loin. Hélène a toujours été très efficace. Elle gérait les affaires de Géraldine. Ce genre de responsabilité peut être pesant. La responsabilité peut être un prétexte, dit Mademoiselle Marple en arrivant discrètement à leur côté.
Madame Bellows se raidit. « Un prétexte pour quoi ? » ?»« Pour beaucoup de choses, » répondit mademoiselle Marple aimablement, « y compris les intentions des autres. » Il y eut un bref silence gênant. Puis madame Bellows éclata de rire. « Eh bien, je suis sûr que l'inspecteur Harris va régler cette affaire. » L'inspecteur Harris, qui observait la scène depuis l'autre côté de la pelouse, s'approcha, l'air pensif. « Mademoiselle Marple, dit-il, j'ai eu des nouvelles de l'hôpital. Hélène Foster a repris conscience. » Madame Bellows se pencha en avant avec impatience. « Et elle a demandé la bougie de sa tante, » répondit-il. Mademoiselle Marple sentit, plutôt qu'elle ne vit, le changement dans l'atmosphère. « Quelle bougie ? » ?»« Celle qui est irrégulière, » répondit lentement l'inspecteur Harris. Elle a dit que c'était important. Ce soir-là, mademoiselle Marple s'assit une fois de plus près de la cheminée, les événements de la journée se mettant en place dans son esprit. L'effondrement d'Hélène Foster n'était pas dû à la culpabilité ni à la faiblesse. C'était le choc de la reconnaissance, de la prise de conscience qu'un petit détail avait été négligé et que sa signification ne pouvait plus être ignorée. Le village, quant à lui, avait accueilli avec enthousiasme la première explication. Hélène Foster, bénéficiaire d'un testament, fragile sous la pression. La police, guidée par la commodité, était satisfaite, pour l'instant. Miss Marple ne l'était pas. Elle pensait à Géraldine Crowther, particulière et observatrice, et à la bougie dont la flamme ne se comportait pas normalement. Elle pensait à la main crispée d'Hélène Foster, qui retenait la chaleur là où il ne devrait y en avoir aucune. Elle savait que les petites choses étaient rarement insignifiantes. Elles étaient simplement patientes. Dehors, le brouillard était revenu, adoucissant les contours et estompant les lignes. Quelque part, à St. Alders, une bougie était à nouveau allumée, sa mèche légèrement courbée, dans l'attente. Le brouillard s'éclaircissait lorsque mademoiselle Marple arriva à sa porte, mais il ne s'était pas entièrement dissipé. Elle s'attardait en ruban pâle le long des haies, s'accrochant au village comme si elle hésitait à livrer tous ses secrets d'un seul coup. Elle s'arrêta, la main posée légèrement sur la poignée, et repensa aux paroles de l'inspecteur Harris. Hélène Foster avait demandé la bougie. Pas pour se rassurer, ni pour avoir des nouvelles, ni même pour les effets personnels de sa tante en général. Elle avait demandé une bougie, et cette bougie en particulier. C'était le genre de demande qui semblait insignifiante, jusqu'à ce que l'on comprenne qu'elle ne l'était pas. Mademoiselle Marple entra et ôta son manteau avec un soin délibéré. La routine apaisait son esprit, et elle avait appris depuis longtemps à ne pas la précipiter. Ce n'est qu'une fois la bouilloire mise en route et le feu rallumé qu'elle laissa ses pensées vagabonder. Hélène Foster avait été efficace, trop efficace même, disait maintenant le village avec la certitude rétrospective qui suit chaque choc. Elle avait organisé les affaires de Géraldine Crowther, aplani les petits désagréments, pris discrètement les choses en main. Les gens approuvaient ce genre de choses, jusqu'à ce qu'ils ne les approuvent plus. Mais l'efficacité seule n'expliquait pas l'effondrement lors de la veillée, ni la reconnaissance dans les yeux d'Hélène, ni le geste instinctif de saisir la cire chaude. Hélène n'avait pas eu peur, elle avait été surprise. L'après-midi suivant, mademoiselle Marple se retrouva invitée tout naturellement, comme si cela avait été prévu depuis le début, à prendre le thé au presbytère. Le révérend Pritchard aimait ces réunions, estimant qu'elles favorisèrent le calme. Mademoiselle Marple savait que le calme rendait souvent les langues plus efficaces que l'agitation. Madame Helmsley arriva la première, apportant un plateau de biscuits qui, selon elle, n'était pas aussi bon que d'habitude. Monsieur Dalloway suivit peu après, avec ses manières expansives et sa voix un peu trop chaleureuse. « Je ne comprends pas tout ce tapage, » dit-il en s'installant. « Des gens s'évanouissent. Ça arrive tout le temps. Et maintenant, la police est partout, à fouiner. » Le révérend Pritchard sourit avec indulgence.
Ils ne font que leur devoir. Oui, bien sûr, acquiesça rapidement M. Dalloway. Mais on espère tout de même qu'ils ne perturberont pas indûment le village. Mademoiselle Marple prit sa tasse et écouta. M. Dalloway parlait avec aisance, mais son aisance avait désormais quelque chose d'artificiel, comme s'il cherchait à rassurer plutôt qu'il ne se sentait rassuré. « Je crois comprendre, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux, « que vous avez aidé Géraldine Crowther à rédiger son testament. » M. Dalloway fit un geste de la main. C'était purement formel, elle était très claire sur ses intentions. « Et ses intentions ont été formées récemment ?» demanda mademoiselle Marple. Il hésita, seulement une fraction de seconde, mais cela suffit. Elle voulait s'assurer que sa nièce serait correctement prise en charge. « Quelle attention !» dit mademoiselle Marple. Madame Helmsley se pencha en avant. Hélène a tant fait pour elle. C'est tout à fait normal. En effet, acquiesça mademoiselle Marple, bien que la normalité soit parfois une question de perspective. Monsieur Dalloway rit, un peu trop fort. Vous donnez à cela un ton très philosophique. Je trouve que la vie au village encourage la philosophie, répondit mademoiselle Marple. Au fil du thé, la conversation dériva, et comme toujours, vers les souvenirs. Les habitudes de Géraldine, ses routines, son obsession de l'ordre. Elle était très attachée à ses bougies du soir, dit le révérend Pritchard. Elle les trouvait réconfortantes. Vraiment ? demanda mademoiselle Marple. Je ne le savais pas. Oh, oui, dit madame Helmsley. Hélène disait que l'électricité la dérangeait. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé. Curieux. Géraldine m'a dit un jour qu'elle aimait voir clairement le soir. Elle n'aimait pas les ombres. Monsieur Dalloway se tortilla sur sa chaise. Les gens disent beaucoup de choses. C'est vrai, acquiesça mademoiselle Marple. Plus tard, alors que les invités se dispersaient, mademoiselle Marple s'attarda, prétextant vouloir admirer les roses du presbytère. Le révérend Pritchard la rejoignit, l'air sérieux. « Vous avez des inquiétudes » dit-il doucement. « J'ai des observations » répondit mademoiselle Marple. « Les inquiétudes viennent naturellement. » Il soupira. « L'inspecteur pense qu'Hélène Foster est fragile, que la tension a pu la déséquilibrer. » Mademoiselle Marple le regarda avec bienveillance. « Hélène Foster me semble être beaucoup de choses, révérend. Mais fragile n'en fait pas partie. » Ce soir-là, l'inspecteur Harris appela. Il se tenait dans le salon de mademoiselle Marple, un carnet à la main, l'air plus hésitant qu'auparavant. « Elle insiste, dit-il, sur l'importance de la bougie. Elle dit que cela explique tout. »« Et c'est le cas ?» demanda mademoiselle Marple. Il hésita. « Je ne vois pas comment. » Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la cheminée, où se trouvaient 2 bougies. Elle alluma la première, droite et bien taillée, puis la seconde, dont la mèche était légèrement courbée. La première brûla régulièrement. La seconde vacilla immédiatement. « Les bougies, dit-elle, réagissent à la préparation. » Géraldine Crowther avait tout préparé. L'inspecteur Harris observa les flammes. « Vous pensez que quelqu'un voulait que la bougie se comporte mal ? » « Je pense que quelqu'un comptait dessus, » répondit mademoiselle Marple. « Comptait dessus pour faire quoi ? Pour détourner l'attention, » répondit-elle. « Pour attirer l'attention à un moment où cela était utile. » Il fronça les sourcils. « Vous suggérez que la veillée n'était pas le début, » conclut doucement mademoiselle Marple. Seulement le moment où un schéma est devenu visible. L'inspecteur Harris ferma lentement son carnet. Hélène Foster s'est effondrée lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était trompée, dit mademoiselle Marple. Elle croyait que la bougie révélerait une vérité. Au lieu de cela, elle en a révélé une autre. L'inspecteur resta silencieux pendant un long moment. Alors Hélène n'est pas notre coupable. Mademoiselle Marple croisa son regard. Hélène Foster est un témoin. Un témoin involontaire peut-être, mais pas une meurtrière. Alors qu'il partait,
La cloche du village sonna l'heure, son son se propageant doucement dans la nuit. Mademoiselle Marple éteignit soigneusement la bougie inégale, en pinçant correctement la mèche cette fois-ci. Elle savait que le village avait trop vite adopté cette explication commode. Hélène Foster correspondait parfaitement. Une nouvelle venue, une bénéficiaire, une réaction visible. La vérité, cependant, se trouvait ailleurs, dans ce que personne n'avait pris la peine de remettre en question. Géraldine Crowther avait été particulière. Elle détestait les ombres, et quelqu'un lui en avait donné plus qu'elle ne pouvait en supporter. Mademoiselle Marple était assise tranquillement, la lumière du feu désormais stable, son esprit assemblant le prochain alignement. Le premier suspect avait été choisi. Cela ne durerait pas. Quelque part au-delà des haies, le village s'endormait, ignorant que l'explication choisie commençait déjà à s'effriter. La dernière vibration de la cloche résonnait encore faiblement dans l'air, lorsque mademoiselle Marple se rassit dans son fauteuil. Le feu était désormais stable, sa flamme docile, correctement alimentée. L'ordre était rétabli, du moins en apparence. Les villages, songea-t-elle, étaient très attachés aux apparences. Le premier suspect avait été choisi. Hélène Foster correspondait trop parfaitement au profil pour que ce soit une coïncidence. Nouvelle venue, bénéficiaire, effondrement visible. Le village avait habillé le soupçon de sympathie et trouvé cette combinaison agréable. Cela ne tiendrait pas. Le lendemain matin, la lumière était différente, plus claire, plus vive, dépouillant les haies et les pierres de leur douceur. Mademoiselle Marple sortit se promener plus tôt que d'habitude, moins par habitude que par le sentiment que quelque chose, quelque part, commençait à bouger. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Devant la poste, Madame Bellows discutait avec animation avec Madame Grant, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, dans une intimité complice. Leur voix portait. « J'ai toujours dit que c'était dangereux, » déclara Madame Bellows, « d'avoir quelqu'un d'aussi impliqué dans ses affaires. L'argent fait faire des choses étranges aux gens. » Pourtant, dit Madame Grant avec prudence, l'inspecteur Harris ne l'a pas arrêté. « Pas encore, » répondit Madame Bellows avec délectation. « Mais il le fera. Crois-moi. » Mademoiselle Marple s'approcha, sa présence étant saluée par une pause légère et coupable de la part de celles qui savaient qu'elles étaient écoutées. « Bonjour, » dit Mademoiselle Marple d'un ton aimable. « Bonjour, Jane, » répondit Madame Bellows, d'un ton légèrement plus sec. Nous étions justement en train de dire à quel point tout cela est triste. La tristesse prend de nombreuses formes, acquiesça Mademoiselle Marple. Certaines d'entre elles sont très énergiques. Madame Grant rougit légèrement. Madame Bellows renifla. À l'intérieur du bureau de poste, l'inspecteur Harris se tenait près du comptoir, discutant tranquillement avec M. Larkin. Il leva les yeux lorsque Mademoiselle Marple entra, un léger soulagement se lisant sur son visage. « Mademoiselle Marple, » dit-il en baissant la voix lorsqu'elle s'approcha. « J'espérais pouvoir vous parler. »« Bien sûr, » répondit-elle. Les villages prospèrent grâce aux conversations. Il fit un geste vers la porte. Dehors, la verdure s'étendait à perte de vue, d'un calme trompeur. Hélène Foster a fait une déposition, dit-il. Elle insiste sur le fait que sa tante était effrayée la nuit précédant sa mort. Effrayée, répéta mademoiselle Marple. C'est nouveau. Elle dit que Géraldine croyait que quelqu'un était entré dans la maison et avait fouillé dans ses affaires. Mademoiselle Marple resta impassible. A-t-elle dit qui? Non, répondit l'inspecteur Harris. Seulement que Géraldine pensait que c'était quelqu'un qu'elle connaissait. Cela, pensa mademoiselle Marple, réduisait considérablement le champ des possibilités. Pendant qu'il parlait, M. Dalloway traversa la pelouse d'un pas vif, le sourire figé. Il s'arrêta en les voyant et changea de direction. « Inspecteur, mademoiselle Marple !» s'écria-t-il, toujours en train de résoudre des mystères. « J'essaie, »
répondit l'inspecteur Harris. « Eh bien, j'espère que vous y parviendrez rapidement, » dit M. Dalloway d'un ton léger. « Cette atmosphère est des plus dérangeantes. La vérité l'est souvent, » dit mademoiselle Marple. M. Dalloway rit, mais son rire était faible. « Vous ne suggérez tout de même pas ?»« Je ne suggère rien, » répondit mademoiselle Marple. « Je fais simplement une observation. » Son regard se détourna brièvement vers Rosebank Cottage. Cet après-midi-là, le village se rassembla à nouveau, cette fois sous le prétexte poli d'une réunion de l'association des femmes. De telles réunions étaient idéales. Thé, petits gâteaux et l'illusion réconfortante que rien de vraiment grave ne pouvait se produire dans une pièce aussi bien rangée. Mademoiselle Marple prit sa place habituelle, son tricot servant une fois de plus d'accessoire acceptable. Madame Helmsley présidait la réunion, d'un ton vif. « Avant de commencer, je suis sûr que nous pensons toutes à Hélène Foster. Pauvre fille, quelle épreuve !» Plusieurs têtes acquiescèrent. La sympathie était plus sûre lorsqu'elle était généralisée. « Et Géraldine, » ajouta rapidement Madame Bellows. « Nous ne devons pas oublier Géraldine. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Nous ne devons pas. » Au fur et à mesure que la réunion avançait, la conversation dériva inévitablement vers la spéculation. « Elle était trop seule, » dit quelqu'un. « Cela affecte l'esprit. L'argent complique le deuil, » dit un autre. « Et puis il y a M. Dalloway, » dit Madame Bellows en baissant la voix. « Toujours là quand il y a des papiers à remplir. » Voilà, c'était la première fissure. La commodité avait légèrement changé. Mademoiselle Marple observait attentivement. Les accusations, une fois lancées, se limitaient rarement à une seule cible. Plus tard, alors que les femmes se dispersaient, mademoiselle Marple se retrouva à marcher aux côtés de madame Grant. « Croyez-vous vraiment qu'Hélène Foster soit capable de commettre un meurtre ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. Madame Grant hésita. « Je ne sais pas quoi croire. » Cela, dit gentiment mademoiselle Marple, est généralement le début de la compréhension. En début de soirée, l'inspecteur Harris rappela. « J'ai parlé au médecin, » dit-il, debout une fois de plus dans le salon de mademoiselle Marple. « Géraldine Crowther n'est pas morte de cause naturelle. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je m'en doutais. Du poison, » poursuivit-il. « Un poison léger, administré progressivement, suffisant pour l'affaiblir, pour accroître sa peur, insuffisant pour attirer immédiatement l'attention. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « La peur !» répéta-t-elle. « Alors les ombres étaient intentionnelles. » L'inspecteur Harris acquiesça lentement. Hélène Foster n'aurait pas pu l'administrer. Elle n'était pas suffisamment présente. « Et pourtant, c'est elle qui a été accusée, » dit mademoiselle Marple. « Comme c'est pratique. »« Il y en a d'autres, » dit-il. « Des gens qui avaient accès à la maison, et un mobile. »« L'accès, » dit mademoiselle Marple d'un air pensif, « est souvent confondu avec l'intimité. Géraldine croyait que quelqu'un qu'elle connaissait fouillait dans ses affaires. Cela suggère une familiarité sans affection. » L'inspecteur Harris expira. Monsieur Dalloway s'occupait de ses finances. Madame Bellows avait les clés en cas d'urgence. Même le révérend lui rendait régulièrement visite. « Lequel d'entre eux aurait intérêt à la faire peur ?» demanda calmement mademoiselle Marple. Il ne répondit pas tout de suite. Cette nuit-là, le village était agité. Les lumières s'allumèrent un peu plus tard que d'habitude. Les rideaux bougèrent. Les visages polis, lorsqu'ils n'étaient pas observés, se laissaient aller à de brefs moments de tension. Mademoiselle Marple était assise près de sa fenêtre, regardant les ombres s'allonger sur la pelouse. Elle savait que quelqu'un avait misé sur la peur, sur de petits troubles, sur des bougies capricieuses et des inquiétudes murmurées. Pour déstabiliser Géraldine Crowther et dissimuler un crime plus discret. Hélène Foster l'avait enfin compris.
Elle avait compris le schéma, et en le comprenant, elle avait failli en payer le prix. Le village avait commencé à ajuster son regard, lentement, à contre-cœur. Les soupçons ne se contentaient plus de leur première forme commode, et quelque part à Saint-Alders, une façade respectable commençait à se fissurer, le sourire qui la recouvrait se crispant à mesure que la pression montait. Mademoiselle Marple plia enfin son tricot, ses pensées désormais alignées sur son objectif. Elle savait que la politesse n'était qu'une façade. Derrière elle se cachaient des motivations bien moins convenables et bien plus dangereuses. Mademoiselle Marple plia soigneusement son tricot et le mit de côté, le léger cliquetis des aiguilles marquant une décision plutôt qu'une fin. Dehors, le village n'était pas encore endormi. Des lumières scintillaient derrière des rideaux plus longs que d'habitude, et des ombres bougeaient là où tout aurait dû être calme. Elle savait que lorsqu'un village en arrivait à ce stade, il ne se contentait plus d'une seule explication. Il fallait s'adapter. La pression avait commencé. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, non pas pour regarder dehors. Elle connaissait suffisamment bien Saint-Alders pour se le représenter, mais pour écouter. Une porte se ferma quelque part dans la ruelle. Des pas s'arrêtèrent, puis reprirent. Des voix, baissées, pressantes, puis coupées brusquement. La respectabilité se réorganisait, décidant quels visages garder lisses et lesquels laisser, en privé, se fissurer. Au matin, l'ajustement était devenu visible. Miss Marple le constata d'abord chez le boucher, où Madame Bellows se tenait étrangement silencieuse, sa vigueur habituelle remplacée par une vigilance qui frisait la prudence. Monsieur Dalloway était également présent, le dos raide, l'attention trop fixée sur les morceaux de viande exposés. « Je suis sûr que tout cela est exagéré », dit-il sans se retourner. « C'est souvent le cas. Personne n'exagère, » répondit Madame Bellows rapidement, trop rapidement. Nous sommes simplement en train de réévaluer la situation. Réévaluer. Mademoiselle Marple nota ce mot avec intérêt en entrant. L'inspecteur Harris arriva quelques instants plus tard, sa présence modifiant immédiatement l'atmosphère de la pièce. Les conversations s'interrompirent, puis reprirent avec une normalité forcée. Il ne commanda rien, se contenta de saluer le boucher d'un signe de tête et resta debout, observant. « Il y a eu un autre incident, » dit-il enfin. La pièce se tut. « À Rosebank Cottage ?» demanda Madame Grant, la voix tendue. « Non, » répondit l'inspecteur Harris. « Au presbytère. » L'effet fut immédiat. La surprise, suivie de l'incrédulité, puis d'un subtil réajustement des soupçons. « Quel genre d'incident ?» demanda M. Dalloway. L'inspecteur Harris croisa brièvement le regard de Mademoiselle Marple avant de répondre. « Une tentative. Le révérend Pritchard a été dérangé pendant la nuit. Quelqu'un est entré dans la maison. »« Mon Dieu !» s'exclama Madame Bellows. « Quelque chose a-t-il été volé ?»« Non !» répondit l'inspecteur. « Rien de valeur, mais plusieurs objets ont été déplacés. Des tiroirs ont été ouverts. Et une bougie a été éteinte de manière inappropriée. » Mademoiselle Marple sentit le changement s'accentuer. Le deuxième bouleversement était arrivé. Pas un décès, mais quelque chose d'aussi efficace. « Cela semble difficilement, » commença M. Dalloway. « Cela semble délibéré, » dit calmement l'inspecteur Harris, « et inutile, à moins que l'on ait voulu semer son trouble. » Le village absorba cette information en silence. Encore des bougies, des interférences, de la peur. Mademoiselle Marple prit alors la parole, doucement. « Le révérend Pritchard rend visite à de nombreux foyers, n'est-ce pas ?» L'inspecteur Harris acquiesça. « En effet. Et Rosebank Cottage ?» demanda-t-elle. « Oui. » Monsieur Dalloway rit d'un rire sec. « Vous ne suggérez tout de même pas… » « Je ne suggère rien, » répondit Mademoiselle Marple avec sa douceur habituelle. « Mais les schémas se répètent. » La conversation s'interrompit peu après,
les villageois se dispersant avec un malaise visible. Mademoiselle Marple se dirigea vers le pré, où l'inspecteur Harris la rejoignit rapidement. « Cela ne devait pas être révélé si rapidement, » dit-il. « Néanmoins, c'est utile, » répondit mademoiselle Marple. « La deuxième perturbation l'est toujours. Vous pensez que l'intrus voulait effrayer le révérend Pritchard? »« Oui, » répondit mademoiselle Marple, ou lui rappeler quelque chose. « Quoi donc ?» Elle réfléchit. Ce qu'il sait, ou soupçonne, ou craint d'avoir dû remarquer plus tôt. L'inspecteur Harris fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il est impliqué ?»« Je pense qu'il était dans les parages, » dit mademoiselle Marple, « et la proximité est parfois confondue avec l'innocence. » Cet après-midi-là, mademoiselle Marple rendit visite au révérend Pritchard, qui l'accueillit avec un soulagement visible. Son bureau portait de subtils signes de perturbation. Des livres légèrement déplacés, une chaise déplacée de sa position habituelle, un bout de bougie sur le bureau portant la marque indubitable de doigts appuyés trop fermement. « Au début, j'ai cru que j'imaginais tout cela, » admit-il, les mains crispées. « Mais les choses n'étaient pas comme je les avais laissées. »« Geraldine Crowther a dit la même chose, » observa mademoiselle Marple. Il leva brusquement les yeux. « Elle vous l'a dit ?» Elle a mentionné un sentiment de malaise, dit mademoiselle Marple. Elle n'aimait pas les ombres. Le révérend Pritchard déglutit. Elle m'a demandé une seule fois, si la peur pouvait être provoquée sans violence. C'est une question très précise, dit doucement mademoiselle Marple. Oui, acquiesça-t-il. Je pensais que c'était philosophique. Et maintenant, demanda mademoiselle Marple. Maintenant, je pense que c'était pratique, dit-il calmement. En quittant le presbytère, mademoiselle Marple sentit que le village la suivait du regard d'une manière inédite. Elle avait franchi une ligne invisible, passant du statut d'observatrice inoffensive à celui de présence gênante. La soirée apporta son lot de changements. L'inspecteur Harris arriva à son cottage juste après le crépuscule, l'air grave. « Nous avons eu la confirmation, » dit-il. « Le poison administré à Geraldine Crowther a accru son anxiété, sa sensibilité à la lumière, sa désorientation. »« Alors les bougies n'étaient même pas un réconfort, » dit mademoiselle Marple. « C'étaient des armes. Des armes subtiles, hein, acquiesça-t-il, utilisées par quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Et sa confiance, ajouta mademoiselle Marple. Il y a plus, dit-il. Hélène Foster s'est souvenue de quelque chose cet après-midi. Une conversation. Géraldine lui avait dit qu'elle craignait d'être amenée à douter d'elle-même. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. C'est la chose la plus cruelle qui soit. L'inspecteur Harris hésita. Hélène a également dit que Géraldine soupçonnait la personne de vouloir provoquer un incident public. Une scène. La veillée, dit doucement mademoiselle Marple. La bougie qui s'est mal comportée. Un effondrement qui inviterait à l'interprétation. Et au blâme, dit l'inspecteur. Oui, répondit mademoiselle Marple. Sur quelqu'un de commode. L'inspecteur Harris fit le tour de la pièce, puis s'arrêta. Monsieur Dalloway s'occupait de ses finances. Madame Bellows avait accès à la maison. Le révérend Pritchard la rassurait. Lequel d'entre eux avait besoin de craindre? La peur, dit mademoiselle Marple d'un air pensif, n'est pas toujours le but. Parfois, ce n'est qu'un outil. Dans quel but? Demanda-t-il. Pour contrôler, dit-elle. Pour précipiter les décisions, pour modifier des documents, pour s'assurer d'une obéissance sans résistance. L'inspecteur Harris leva brusquement les yeux. Le testament. Oui, dit mademoiselle Marple, mais pas de la manière dont le village le croit. Il la fixa du regard. Vous pensez que Géraldine Crowther ne l'a pas modifié de son plein gré? Je pense qu'elle l'a modifié sous la pression, répondit mademoiselle Marple.
et qu'elle a ensuite réalisé trop tard que la peur avait été fabriquée. Dehors, la cloche du village sonna à nouveau, d'un son plus lourd, plus insistant. Cela signifie, dit lentement l'inspecteur Harris, que le véritable coupable s'attendait à ce que le poison soit imputé à Elaine. Et s'attendait à ce que la veillée funèbre mette fin à l'affaire, dit mademoiselle Marple. Le cri silencieux était destiné à mettre fin à l'enquête, pas à la lancer. L'inspecteur resta silencieux, absorbé par ces paroles. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la verdure sombre. « Quelqu'un à Saint-Alders, dit-elle doucement, se croit très respectable, très raisonnable. Il s'est appuyé sur la politesse, sur l'habitude et sur la peur qui ne laisse aucune trace. » « Et maintenant ?» demanda l'inspecteur Harris. « Et maintenant ?» dit mademoiselle Marple. « Il a troublé le mauvais calme. » Derrière la vitre, une bougie brûlait à une fenêtre à l'étage, immobile pour l'instant. Mademoiselle Marple la regarda jusqu'à ce qu'elle vacille. La deuxième perturbation avait fait son effet. Le village ne choisissait plus son suspect par commodité. Il était contraint, à contre-cœur, de faire un nouveau choix. La bougie à la fenêtre de l'étage redevint stable, sa flamme retrouvant son calme comme si rien ne l'avait perturbée. Mademoiselle Marple continua à l'observer un instant, puis retourna dans la pièce. L'inspecteur Harris était toujours debout là où elle l'avait laissé, la posture tendue, ses pensées devançant clairement ses paroles. « Vous pensez, dit-il enfin, que nous devons les laisser se dévoiler ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les villages font cela tout naturellement, inspecteur, une fois que l'on supprime le confort de la certitude. » Il acquiesça lentement. « Et Hélène Foster ? Elle doit être protégée, dit simplement mademoiselle Marple. Elle a déjà été effrayée une fois pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. » L'inspecteur partit peu après, laissant derrière lui un silence moins oppressant qu'auparavant. Les pièces du puzzle s'assemblaient désormais. Il ne restait plus qu'à les tester. Mademoiselle Marple dormit d'un sommeil léger cette nuit-là, non pas par anxiété, mais par anticipation. L'esprit, lorsqu'il sent la résolution approcher, refuse souvent de se reposer complètement. Au matin, elle avait élaboré son plan. Il ne nécessitait aucune confrontation, aucune accusation, aucune démonstration d'intelligence. Ces choses étaient trop évidentes. Ce qu'il fallait, c'était une invitation, polie, ordinaire et irrésistible. Elle s'y attela immédiatement. Avant midi, le tableau d'affichage de l'Association des femmes s'était enrichi d'une nouvelle carte, écrite de la main soignée de mademoiselle Marple. Thé chez mademoiselle Marple. Jeudi à 4 heures. Une petite réunion. Tout le monde est le bienvenu. Rien de plus. Aucune raison n'était donnée. À Saint-Alders, c'était une raison suffisante. À 4h30, elles étaient toutes arrivées. Madame Elmsley arriva la première, apportant des scones et un sourire nerveux. Madame Grant suivit, puis Madame Bellows, dont les yeux parcouraient le salon avec une curiosité non dissimulée. Le révérend Pritchard arriva discrètement, l'air calme mais attentif. Et enfin, après un léger retard, M. Dalloway apparut à la porte, ajustant sa cravate, l'air soigneusement affable. « Mademoiselle Marple, » dit-il chaleureusement, « comme c'est convivial. »« Je trouve que cela aide, » répondit mademoiselle Marple en le faisant entrer. Hélène Foster n'était pas présente. Cette omission était délibérée. Le thé fut servi. Les assiettes furent distribuées. La conversation prit son cours habituel. La météo, les petits désagréments, la difficulté d'obtenir des livraisons correctes ces jours-ci. Mademoiselle Marple laissa les choses suivre leur cours, écoutant, observant. Puis, doucement, elle introduisit le sujet qui dérangeait. « J'ai reçu une lettre ce matin, » dit-elle d'un ton calme, de la part d'Hélène Foster. Et voilà. Tout le monde retint son souffle avant de se ressaisir rapidement.
Elle se remet, a poursuivi mademoiselle Marple, et elle se souvient très clairement maintenant de ce qui l'avait effrayée lors de la veillée. Madame Bellows s'est raidie. Le sourire de M. Dalloway n'a pas changé, mais ses doigts se sont crispés autour de sa tasse. Elle a réalisé, a continué mademoiselle Marple, que la bougie s'était comportée exactement comme la nuit où sa tante avait été certaine que quelqu'un était entré dans sa maison. Le révérend Pritchard baissa les yeux vers ses mains. Madame Grant écarquilla les yeux. Hélène a compris, dit doucement mademoiselle Marple, que cette peur avait été répétée. Il y eut un silence, lourd mais contenu. M. Dalloway rit légèrement. Les gens imaginent des schémas lorsqu'ils sont stressés. En effet, dit mademoiselle Marple, c'est pourquoi Géraldine Crowther tenait des notes. L'effet fut immédiat. Madame Helmsley eut le souffle coupé. Madame Bellows se pencha en avant. « Des notes ?» demanda le révérend Pritchard à voix basse. « Dans son grand livre, » dit mademoiselle Marple, « parmi ses comptes ménagers, de petites entrées, les dates auxquelles des objets avaient été déplacés, quand des bougies avaient été touchées, quand elle s'était sentie mal après coup. » M. Dalloway posa sa tasse, très soigneusement. Elle soupçonnait, poursuivit mademoiselle Marple, que ses craintes coïncidaient avec les discussions au sujet de son testament. Silence. Elle demanda à Hélène de ne pas en parler, ajouta mademoiselle Marple. Elle voulait d'abord en être certaine. Et l'était-elle, murmura madame Grant. Le regard de mademoiselle Marple se posa doucement sur M. Dalloway. Presque. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce. Tout cela est très circonstanciel. Oui, acquiesça mademoiselle Marple. C'est souvent dans les circonstances que réside la vérité. L'inspecteur Harris choisit ce moment pour arriver. Il se tint juste à l'entrée, sa présence modifiant immédiatement l'atmosphère de la pièce. « Je crois, dit-il calmement, que mademoiselle Marple a quelque chose à partager. » Mademoiselle Marple acquiesça. Ce n'est qu'une observation. Géraldine Crowther a modifié son testament sous l'effet de la peur. Une peur provoquée par quelqu'un qui avait régulièrement accès à son domicile, à ses finances et à sa confiance. M. Dalloway se leva. C'est tout à fait absurde. L'inspecteur Harris ne bougea pas. Nous avons confirmé, dit-il, que le poison avait été administré en quantité compatible avec un accès prolongé, et que les entrées dans le registre correspondent à vos visites, Monsieur Dalloway. Le nom resta suspendu dans l'air. Vous vous êtes appuyé, dit doucement mademoiselle Marple, sur la politesse. Sur l'hypothèse que personne ne remettrait en question un homme qui riait de tout. Le visage de Monsieur Dalloway se crispa enfin. Elle devenait difficile, dit-il d'un ton sec, méfiante, déraisonnable. Parce qu'elle avait peur, dit mademoiselle Marple. Elle se pliait à vos exigences. Il la regarda alors, la regarda vraiment. Vous n'avez aucune preuve. L'inspecteur Harris sortit le registre. Et nous avons votre signature, dit-il, sur des documents préparés pendant des périodes où elle était manifestement affaiblie. La pièce était complètement silencieuse. Les épaules de M. Dalloway s'affaissèrent, non pas par défaite, mais par irritation, comme si un ordre soigneusement établi avait été perturbé. « Je voulais seulement accélérer les choses », marmonna-t-il. La peur était efficace. « Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus », dit mademoiselle Marple. L'inspecteur s'avança. « Monsieur Dalloway, je dois vous demander de me suivre. » Alors qu'il était emmené, le village sembla, l'espace d'un instant, pousser un soupir de soulagement. Mademoiselle Marple se servit une autre tasse de thé, les mains fermes. Le piège, dit-elle doucement, n'avait pas pour but de nuire, seulement d'écouter. Personne ne la contredit. Dehors, la lumière de fin d'après-midi s'adoucit, le verre reprenant prudemment ses droits. La vérité s'était assemblée tranquillement,
comme c'est souvent le cas. Une à une, les contradictions s'étaient alignées. Il ne restait plus que la résonance finale. Les pas de l'inspecteur s'estompèrent dans la ruelle, M. Dalloway à ses côtés, le bruit diminuant jusqu'à se fondre dans les bruits ordinaires du soir à St. Alders. Une porte se ferma quelque part. Un oiseau se posa. La vie, rompue et résiliente, reprit presque aussitôt son rythme habituel. Dans le salon de Mademoiselle Marple, personne ne parlait. Les tasses de thé restaient là où elles étaient, la vapeur s'évaporant dans l'air. Madame Helmsley fixait la nappe comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'explique. Madame Bellows était assise, raide, sa confiance initiale s'étant évaporée, remplacée par le malaise de quelqu'un qui réalise à quel point il était proche d'une certitude erronée. Le révérend Pritchard avait les mains jointes sur ses genoux, le visage pâle mais calme. Mademoiselle Marple laissa le silence faire son œuvre. Elle savait que le silence était rarement vide. Il permettait d'ordonner ses pensées. Il forçait à s'aligner. Finalement, le révérend Pritchard prit la parole. « Je ne peux pas me pardonner, » dit-il doucement. « Elle me faisait confiance. Géraldine est venue me voir parce qu'elle était troublée, et je lui ai dit qu'elle était trop fatiguée, que la peur exagère les choses. Vous lui avez dit ce que l'on dit à la plupart des gens, dit mademoiselle Marple doucement, que le malaise est imaginaire s'il ne peut être nommé. Mais il n'était pas imaginaire. Dit-il, il était provoqué. Oui, répondit mademoiselle Marple. Et c'est pourquoi cela a été si efficace. Madame Grant serra sa serviette entre ses doigts. Mais Hélène, son effondrement, c'était une prise de conscience, dit mademoiselle Marple. Hélène Foster a réalisé, dans ce moment de silence, que la peur décrite par sa tante était réelle, que la bougie ne se comportait pas bizarrement par hasard, que quelqu'un avait préparé Géraldine Crowther à douter de son propre esprit. Madame Bellows prit la parole brusquement. Mais pourquoi l'effrayer? Pourquoi ne pas simplement la persuader? Mademoiselle Marple se tourna vers elle, l'air doux mais déterminé. Parce que la persuasion demande du temps et de la résistance. La peur réduit les deux. Ces mots tombèrent comme un poids. Géraldine Crowther, poursuivit mademoiselle Marple, était observatrice. Elle était attentive aux détails. Elle remarquait les petites incohérences bien avant de les comprendre. M. Dalloway comptait sur cette même qualité. Il introduisait des perturbations qui semblaient insignifiantes, des objets déplacés, des bougies modifiées, des ombres exagérées, puis laissait Géraldine tirer ses propres conclusions. « Et le poison, dit faiblement madame Helmsley, n'était pas destiné à tuer, répondit mademoiselle Marple, seulement à déstabiliser, à accroître la sensibilité, à brouiller les certitudes. » Le révérend Pritchard ferma les yeux. « Donc, le testament a été modifié, » dit mademoiselle Marple, non pas parce que Géraldine souhaitait avantager exclusivement Hélène, mais parce qu'elle avait peur et croyait qu'il fallait agir rapidement. La peur encourage l'urgence. L'urgence décourage la réflexion. La salle assimila lentement ces informations, comme le font toujours les villages lorsqu'ils sont confrontés à des vérités qui ébranlent leur sens de l'ordre. Mais Hélène a été blâmée, dit madame Grant, presque immédiatement. Parce qu'elle était visible, dit mademoiselle Marple. Son effondrement a donné au village ce dont il avait besoin, une forme. Il est plus facile de blâmer quelqu'un quand cela se règle rapidement. Madame Bellows rougit. Nous étions seulement humains, termina gentiment mademoiselle Marple. C'est pourquoi ces choses fonctionnent. Ils restèrent assis ensemble un peu plus longtemps, la tension s'atténuant maintenant qu'elle avait été nommée. Finalement, le groupe se dispersa, des excuses murmurées, les regards s'évitant. Mademoiselle Marple se tenait à sa porte, les regardant partir d'un signe de tête doux, son attitude inchangée.
Ce n'est que lorsque la maison fut à nouveau calme qu'elle s'autorisa à s'asseoir. La nuit tombait. Les ombres s'allongeaient, mais elles n'étaient plus oppressantes. Mademoiselle Marple alluma une seule bougie sur la cheminée, soigneusement taillée et préparée, et regarda sa flamme brûler régulièrement. On frappa à la porte. Hélène Foster se tenait là, pâle mais droite, l'expression composée avec effort. « On m'a dit que vous aviez joué un rôle déterminant, » dit-elle. Mademoiselle Marple la fit entrer sans un mot, lui servit du thé et attendit. « Je pensais que je perdais la tête, » dit Hélène doucement, les mains crispées autour de la tasse. Tante Géraldine décrivait les choses avec tant de précision. Et puis, pendant la veillée, quand j'ai vu la bougie se comporter de la même manière, j'ai compris. Et je n'ai pas pu l'arrêter. « Vous l'avez arrêtée en vous effondrant, » dit mademoiselle Marple doucement. « Ce n'était pas votre intention, mais cela a suffi. » Hélène esquissa un sourire faible et sans humour. « J'étais censée être blâmée. »« Oui, » dit mademoiselle Marple, « vous étiez censée être la fin de l'affaire. » Hélène baissa les yeux. « Et ma tante ?»« Elle a compris la vérité, » dit doucement mademoiselle Marple. « Trop tard pour se protéger, mais pas trop tard pour laisser une trace. » Hélène acquiesça en déglutissant. « J'aurais aimé la croire plus tôt. » « La plupart des gens ne veulent pas croire qu'on les effraie délibérément, » répondit mademoiselle Marple. « C'est une prise de conscience cruelle. » Elles restèrent assises ensemble quelques minutes, puis Hélène se leva. « Le village va parler, » dit-elle. « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Mais il parlera différemment désormais. » Après le départ d'Hélène, mademoiselle Marple éteignit la bougie en pinçant soigneusement la mèche. Dehors, le village retrouvait son rythme nocturne. Le trouble s'apaisait, l'équilibre se rétablissait prudemment. L'inspecteur Harris appela plus tard, d'une voix posée mais résolue. « Monsieur Dalloway a avoué, » dit-il. « Pas le meurtre, mais la manipulation. Il s'est trompé dans le dosage du poison. Il n'avait pas l'intention de la tuer. »« L'intention, » dit mademoiselle Marple, est souvent un maigre réconfort. Il pensait que la peur mettrait fin aux questions, poursuivit l'inspecteur. Au contraire, elle les a déclenchées. Oui, dit mademoiselle Marple. La peur est très peu fiable à cet égard. Lorsque l'appel prit fin, mademoiselle Marple resta assise en silence, réfléchissant. Une fois mise au jour, la vérité était simple. Non pas dans sa cruauté, mais dans sa construction. Un homme respectable. Une femme confiante. De petits troubles se sont répétés jusqu'à ce que l'esprit perde confiance en lui-même. Le cri silencieux n'appartenait pas seulement à Hélène Foster. Il appartenait aussi à Géraldine Crowther, prisonnière d'une peur que personne ne croyait. Mademoiselle Marple se leva et regarda le green. Les lampes brillaient désormais de manière uniforme. Aucune bougie ne vacillait. Le village avait retrouvé sa forme, même s'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Certaines vérités, une fois révélées, changeaient tout. Les lampadaires le long du green diffusaient désormais leur lumière de manière uniforme, sans vaciller ni hésiter. Et pourtant, mademoiselle Marple se surprit à les observer plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas qu'elle s'attendait à ce qu'ils se comportent à nouveau de manière anormale, mais plutôt qu'elle observait les efforts du village pour se rassurer. Après tout, la lumière était un langage que saint Alder comprenait bien. Dans son salon, le calme s'était installé, plus doux qu'auparavant. Ce n'était pas exactement du soulagement. Les villages s'accordaient rarement ce luxe, mais plutôt un réarrangement prudent des pensées. Les gens parlaient désormais de l'affaire à voix basse, soulignant à quel point tout cela était choquant et inattendu. La respectabilité serait polie et remise en place, mais non sans quelques légères éraflures, qui ne pourraient jamais être complètement effacées.
Mademoiselle Marple posa son tricot et se leva pour entretenir le feu. Les flammes prirent immédiatement. Il y avait des soirées, songea-t-elle, où même la plus petite conformité domestique était rassurante. Le lendemain, comme toujours, des visiteurs arrivèrent. Madame Elmsley fut la première à arriver, l'air abattu, la voix dépourvue de son assurance habituelle. « Je n'ai presque pas dormi », dit-elle en s'installant avec précaution. On ne cesse de se demander « Et si cela avait duré plus longtemps ?» « Oui », répondit mademoiselle Marple. « C'est souvent une pensée troublante. » Madame Elmsley joignit les mains. « Nous étions si sûrs. À propos d'Hélène, je veux dire. Cela semblait évident. C'est souvent le cas, dit doucement mademoiselle Marple. Quand le village le souhaite. » Madame Elmsley rougit. « J'ai vraiment honte. » « La honte, dit mademoiselle Marple avec gentillesse, est parfois le prix à payer pour apprendre. » Plus tard, madame Grant arriva. Elle parla moins, mais observa plus attentivement que d'habitude, ses yeux parcourant la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Puis le révérend Pritchard arriva, chapeau à la main, l'air solennel. « J'ai écrit à Hélène Foster, » dit-il calmement, « pour m'excuser. » « C'était attentionné, » répondit mademoiselle Marple. « J'aurais dû l'écouter, » ajouta-t-il. « Géraldine est venue me voir, effrayée, et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai confondu le calme avec la gentillesse. » Mademoiselle Marple croisa son regard. « Beaucoup de gens font cette erreur. Il est plus facile d'offrir du calme que de l'attention. » Il acquiesça, absorbant ses paroles, puis prit congé. En milieu d'après-midi, l'inspecteur Harris appela, sans urgence cette fois, mais avec le ton d'un homme qui ferme une porte. « Les questions juridiques prendront du temps, » dit-il. « Mais M. Dalloway ne reviendra pas à St. Alders. »« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Je ne pense pas. Il y aura des enquêtes, » poursuivit-il, « sur les négligences, sur la façon dont une telle manipulation a pu passer inaperçue. » « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Ces enquêtes seront très polies. » Il hésita. Hélène Foster héritera finalement. Le testament reste valable, mais dans un contexte très différent. « C'est normal, » répondit mademoiselle Marple. « Cela n'a jamais été conçu comme une récompense pour la peur. » Une fois l'appel terminé, mademoiselle Marple resta assise longtemps, réfléchissant à ce qui avait été résolu et à ce qui ne l'avait pas été. Elle savait que la justice était rarement claire dans les villages. Elle arrivait doucement, vêtue de procédure, et repartait en laissant derrière elle des échos moraux. Dans les jours qui suivirent, St. Alders reprit ses rituels avec un enthousiasme délibéré. La file d'attente à la poste s'allongea à nouveau. La guilde des femmes se réunit à nouveau avec une gaieté prudente. Les conversations évitaient certains noms, s'attardaient sur le temps et les jardins, et ne s'interrompaient que rarement dans un silence lorsque les souvenirs refaisaient surface. Mademoiselle Marple observait tout cela avec une attention discrète. À Rosebank Cottage, les rideaux furent à nouveau ouverts. Hélène Foster se déplaçait dans les pièces avec une prudence mesurée, remettant de l'ordre sans effacer les traces du passé. Elle ne remplaça pas les bougies immédiatement. Lorsqu'elle le fit, elle les choisit avec soin, coupant elle-même chaque mèche. Mademoiselle Marple le remarqua. Un après-midi, alors qu'elles marchaient ensemble le long de l'allée, Hélène prit la parole avec hésitation. « Je n'arrête pas de me demander, » dit-elle, « combien de fois ma tante a essayé de nous le dire. »« Peut-être une seule fois, » répondit mademoiselle Marple. « C'est parfois tout le temps dont on dispose. » Hélène acquiesça, l'air désormais résolu plutôt que tendu. « Je n'oublierai pas. »« Non, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous ne devez pas. » À l'approche du soir, la cloche du village sonna à nouveau, marquant l'heure avec son insistance familière. Le son ne semblait plus sinistre, mais simplement présent.
St Alders avait absorbé le trouble et s'était adapté, comme le font toujours les villages. Pourtant, quelque chose avait changé. Mademoiselle Marple rentra chez elle à la tombée de la nuit, la verdure s'étendant tranquillement devant elle. Elle alluma une bougie, non par nécessité, mais par geste, et la regarda brûler avec une confiance inébranlable. La peur, songea-t-elle, était particulièrement dangereuse lorsqu'elle se cachait derrière le masque de la raison. Géraldine Crowther s'en était rendu compte trop tard, mais pas assez tard pour que son histoire disparaisse avec elle. Le village s'en souviendrait, même s'il faisait semblant de l'oublier. Et mademoiselle Marple savait que les souvenirs, une fois remués, ne retrouvaient jamais tout à fait leur forme initiale. Elle éteignit la bougie avec précaution et s'assit dans la pénombre, satisfaite non pas d'avoir triomphé, mais d'avoir rétabli l'équilibre. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Miss Marple ne bougea pas immédiatement après avoir éteint la bougie. Elle resta assise, les mains posées sur ses genoux, écoutant le silence qui suivit. C'était un silence différent maintenant, pas le silence tendu de la veillée, ni le silence fragile qui avait accompagné les soupçons, mais quelque chose de plus lent, de plus honnête. Le genre de silence qui ne revenait qu'après qu'un trouble ait été complètement absorbé. Dehors, St Alders se calmait avec un soin délibéré. Les portes étaient verrouillées, les rideaux tirés. Le village, qui avait regardé de trop près pour se sentir à l'aise, préférait maintenant ne plus regarder du tout. Mademoiselle Marple savait que c'était ainsi que l'équilibre était rétabli. Les dernières formalités juridiques furent conclues une semaine plus tard, avec une participation minimale et encore moins de commentaires. Le nom de M. Dalloway n'était pas prononcé à voix haute en public. Il n'apparaissait que brièvement dans la correspondance officielle, puis disparaissait comme s'il n'avait jamais vraiment appartenu au village. Son absence était expliquée avec une politesse vague, des affaires ailleurs, un malentendu regrettable. Mieux valait ne pas s'attarder dessus. Hélène Foster retourna définitivement à Rosebank Cottage. Elle se déplaçait dans les pièces avec le calme et la précision de quelqu'un qui comprenait désormais ce que signifiait l'ordre et ce qu'il ne signifiait pas. Elle remit certaines choses exactement comme elles étaient auparavant. D'autres, elle les modifia sans hésitation. Le hall, notamment, fut transformé. La petite table resta en place, mais il y avait moins de bougies. Hélène les disposa avec soin, taillant soigneusement les mèches et testant chaque flamme avant de quitter la pièce. Les ombres n'avaient plus le droit de s'accumuler sans contrôle. Mademoiselle Marple observa ces changements lors de ses visites occasionnelles, sans jamais faire de commentaires directs. Hélène n'avait pas besoin d'être rassurée. Elle avait seulement besoin d'espace pour reconstruire sa certitude. « Je pense, » dit Hélène un jour, alors qu'elles se tenaient ensemble près de la porte du jardin, « que ma tante aurait aimé cela. »« J'en suis sûre, » répondit mademoiselle Marple. Géraldine Crowther n'aimait pas le désordre, mais elle détestait encore plus la tromperie. Hélène sourit faiblement. « J'aurais aimé qu'elle soit encore en vie pour voir cette affaire résolue. »« Peut-être l'est-elle » dit doucement mademoiselle Marple. « À sa manière. » Le village organisa une dernière réunion, non pas une veillée cette fois-ci, mais un modeste service religieux en soirée organisé par le révérend Pritchard. Il s'agissait d'un geste de guérison communautaire, même si tout le monde comprenait qu'il s'agissait en réalité d'autre chose. Une conclusion. La salle était aménagée comme auparavant, mais l'atmosphère avait changé. Les chaises étaient disposées de manière moins rigide. Les lampes étaient moins plus lumineuses. Il n'y avait pas de photo à l'avant, pas de point central attirant l'attention. Mademoiselle Marple arriva comme à son habitude, pile à l'heure. Le service fut bref, une prière pour la clarté, une lecture sur la vérité prononcée à voix basse. Aucun nom n'était mentionné, aucun récit des événements.
Le village préférait que les leçons restent implicites. Cette fois-ci, le silence qui s'installa n'était pas pesant. Il était apaisant. Personne ne s'évanouit. Aucune bougie ne vacilla. Aucun cri, silencieux ou non, ne réclama l'attention. Après la cérémonie, les gens parlaient doucement, mais sans urgence. Madame Helmsley souriait, avec une chaleur sincère. Madame Bellows évitait complètement certaines conversations, ayant appris, peut-être pour la première fois, que la confiance n'était pas synonyme de justesse. L'inspecteur Harris était également présent, debout près du fond de la salle, dans une posture désormais détendue. Lorsque mademoiselle Marple passa devant lui en sortant, il inclina la tête. « Vous aviez raison », dit-il doucement. La peur était l'instrument. « Oui », répondit mademoiselle Marple. Mais l'attention était le remède. Dehors, la pelouse était calme sous les lampadaires, dont la lumière était stable et banale. Le village avait retrouvé sa paix apparente, même si quelque chose de plus profond avait changé. La prise de conscience que toutes les menaces ne s'annonçaient pas bruyamment et que la respectabilité pouvait autant dissimuler que protéger. Mademoiselle Marple rentra chez elle seule, d'un pas tranquille. Dans son cottage, elle alluma une dernière bougie, non par nécessité, ni par simple symbolisme, mais parce qu'elle souhaitait voir la flamme. Elle brûlait régulièrement, docilement, sans nécessiter aucune correction. Elle la regarda un instant, puis sourit. La veillée qui s'était terminée par un cri silencieux n'avait pas été vaine. Elle avait révélé ce que la peur pouvait faire lorsqu'elle n'était pas remise en question, et ce qu'une observation silencieuse pouvait défaire. Mademoiselle Marple éteignit la bougie avec un soin habitué. Dehors, St. Alders dormait, son équilibre retrouvé, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait appris.